Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez le 3e épisode de la série 16 sur des podcasts en français, où je reprends le concept de 5 podcasts francophones. Il s'agit de podcasts que j'ai sélectionnés pour le cours en ligne « Écouter des podcasts en français », dans lequel je vous mets au défi d'écouter et de comprendre 5 épisodes de podcast, grâce aux questions que j'ai préparées. Vous pouvez retrouver le défi dans la description de l'épisode. Le 3e podcast que j'ai choisi s'intitule « Les changements orthographiques démystifiés ». Dans chaque épisode, Anthony explique certaines évolutions subies par la langue française. Selon moi, c'est du niveau B2, car ce n'est pas simple de parler de la langue française en français. De plus, c'est un épisode québécois. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas habitués à cet accent, ça ajoute une difficulté. Cela dit, il est extrêmement bien fait et la transcription des épisodes est même disponible gratuitement. Je n'ai pas les connaissances nécessaires pour faire un épisode détaillé sur l'orthographe du français. Mais j'ai fait quelques recherches et je pense qu'avec ça, je peux tenir au moins 10 minutes. Allez, on y va! Pour commencer, je voudrais répondre à la question « Pourquoi c'est si dur d'écrire en français ?» Je suis sûre que ça ne vous a pas échappé. Le français est une langue compliquée. Bon, pour être tout à fait honnête, je crois que chaque langue a ses difficultés et que chaque langue est plus ou moins difficile en fonction de sa langue maternelle. Par exemple, la langue française est certainement plus facile pour un hispanophone que pour un sinophone, quelqu'un qui parle chinois, puisque l'espagnol et le français sont tous deux issus du latin. De la même manière, certains aspects de la langue peuvent représenter des difficultés particulières. La prononciation du français est source de difficultés pour les Asiatiques, comme certains sons n'existent pas dans leur langue. L'inverse est aussi vrai. Un autre exemple, pour un français, la grammaire russe ressemble à un casse-tête, avec ses déclinaisons et les changements orthographiques qu'elles entraînent. Pour résumer, je dirais que chaque langue peut être considérée comme simple ou difficile. Ça dépend de à quelle autre langue on la compare. Néanmoins, en tant que prof de français, je suis intimement convaincue que le français est difficile en soi. J'affirme ça parce que c'est ma langue maternelle et que mon métier est de l'enseigner, je l'ai donc beaucoup étudié, mais qu'aujourd'hui encore, je dois chercher la réponse à certaines questions de grammaire, de conjugaison, de prononciation ou d'orthographe. Même après des années de pratique et d'études, je ne la maîtrise pas totalement. La raison pour laquelle la langue française est reconnue comme difficile à écrire, c'est qu'on n'écrit pas comme on prononce, et on ne prononce pas comme on écrit. Je prends l'exemple des accords. Pour les verbes, on doit faire attention à bien les écrire selon les sujets. Par exemple, on écrit différemment « regarder » dans ces 3 phrases. Je regarde un film, tu regardes une série et il regarde des photos. Alors que leur prononciation est identique. C'est la même chose avec les adjectifs et les noms. Certains d'entre eux peuvent s'écrire avec des lettres qu'on ne prononce pas, comme dans la phrase « notre ami est parti ». Ici, impossible de dire si « ami » est au masculin ou au féminin. Une autre chose qui rend le français difficile à écrire, c'est qu'un même son peut souvent être orthographié de plusieurs manières différentes. Prenons l'exemple du son « S ». Ce son peut être orthographié de 12 manières différentes. Le mot « saucisse » en présente déjà 3. Un S, un C ou 2 S. On peut aussi l'écrire avec un C cédille, comme dans « garçon », ou avec un T, comme dans « information ». Alors, comment choisir la bonne orthographe? Pour les questions relatives aux accords, il faut obligatoirement connaître les règles de conjugaison et de grammaire. Pour le vocabulaire, malheureusement, il faut apprendre les mots par cœur. Parfois, on peut utiliser l'origine du mot, mais c'est un travail immense si on considère qu'il faut le faire pour chaque nouveau terme. En parlant d'origine,
intéressons-nous à celles de la langue française. Elles sont multiples. Il y a 2 millénaires, à la place de la France, il y avait la Gaule. On y parlait le gaulois, qui était une langue celtique. Mais l'Empire romain, dans lequel on parlait latin, a pris le contrôle du territoire et imposé son mode de vie aux habitants. Le latin est alors devenu la langue principale. Au fur et à mesure que le territoire a été dominé par des peuples différents, la langue a subi des évolutions. Par exemple, les Francs, un peuple germanique parlant le francique, ont beaucoup influencé la langue de l'époque lorsqu'ils se sont imposés en France. Ils ont modifié la prononciation de certains mots, ajouté de nouveaux sons, comme le « e » de « ne », apporté des mots tels que « haine » ou « garder », des préfixes comme « mais » qu'on retrouve dans « mépris » ou « mésentente », des suffixes comme « ar » dans « bavard », et même des règles de grammaire, comme l'inversion sujet-verbe dans une question qu'on applique encore de nos jours. En parallèle, la langue écrite s'est développée. Au départ, elle n'était maîtrisée que par les religieux et la bourgeoisie. Mais petit à petit, les artistes s'en sont emparés. Plus elle a été utilisée à l'écrit, plus elle s'est stabilisée. Les déclinaisons présentes dans le latin ont progressivement disparu. Certaines lettres fréquemment utilisées dans les langues germaniques ont été boudées, comme le K et le W. La langue telle qu'elle était entre le Xe et le XIIIe siècle est appelée l'ancien français. En 1539, c'est François Ier qui transforme le français en langue officielle pour tous les actes administratifs. Jusqu'alors, chaque région avait son dialecte, mais il n'y avait pas de langue parlée dans l'ensemble du territoire. En faisant cela, il espérait unifier le peuple français. Dès 1549, les auteurs se sont intéressés à la langue et se sont demandé s'il valait mieux privilégier les formes d'usage, les formes réellement utilisées par les locuteurs, ou, au contraire, s'il fallait réguler la langue. On observe alors une latinisation de la langue, c'est-à-dire un retour vers le latin, qui était considéré comme une langue noble. Le français a donc subi de nouveaux changements. Certains mots ont été modifiés de manière plus ou moins arbitraire, comme le mot « doigt » dans « les 5 doigts de la main », auquel on a ajouté un « G » pour l'écrire « doigt » D-O-I-G-T, dérivé du mot latin « digitus ». D'autres mots, jugés pas assez latins, ont été supprimés, et de nouveaux mots ont été intégrés dans le vocabulaire. Grâce à ce petit résumé, vous pouvez voir que le français d'aujourd'hui est le résultat de mélanges naturels entre plusieurs langues, mais aussi de modifications sciemment décidées. Toutefois, pas toujours logiques. Ainsi, il est parfois impossible d'expliquer l'orthographe de certains mots autrement qu'en disant qu'un jour, quelqu'un en a décidé ainsi. Et c'est pourquoi vos profs de français disent parfois, dans un soupir, c'est comme ça. Les origines du français sont tellement multiples et certains changements ont été tellement aléatoires que personne ne peut connaître l'origine de chaque mot de la langue. Cependant, vous pouvez noter que 80% du vocabulaire français a pour origine le latin. Évidemment, comme dans toutes les langues, le français a fait des emprunts à d'autres langues, en les adaptant parfois. Par exemple, on retrouve beaucoup de mots anglais dans le vocabulaire du sport, de l'informatique ou du spectacle, comme un sprint, un remake ou un crash. D'ailleurs, les mots qui viennent de l'anglais sont souvent masculins en français. Quand on parle de la société, on utilise pas mal de mots d'origine grecque, comme la démocratie, la philosophie ou encore la géographie. Les mots « un magasin »,« du sucre » ou « une jupe » viennent de l'arabe. Et on a emprunté le karaoké et le tsunami au japonais. Les exemples ne manquent pas.
Un an après que le français a été désigné comme langue officielle, l'Académie française a vu le jour. L'Académie française est un organisme dont la mission est de préserver la langue française. Cette institution existe encore aujourd'hui. Au départ, elle avait une autorité normative, c'est-à-dire qu'elle avait le pouvoir de créer des normes ou des règles d'utilisation de la langue française. Aujourd'hui, son pouvoir n'est que moral. Elle publie ses recommandations, mais celles-ci ne sont pas systématiquement appliquées. L'Académie française actuelle est composée de 35 membres, 29 hommes et seulement 6 femmes. Le profil type d'un académicien est un homme blanc, intellectuel et assez vieux. Et il y a un détail que je trouve assez amusant. Seul un des membres présents et passés était linguiste. Il y a eu des hommes politiques, des artistes, des universitaires, des scientifiques, des hommes de lettres, mais presque aucun linguiste. C'est quand même le comble pour une institution chargée de veiller sur la langue française. Dès sa création, l'Académie française a publié son dictionnaire. Aujourd'hui, elle en est à la 9e édition. Elle décerne aussi une série de prix littéraires. Et puis, sur son site web, elle publie plein d'articles sur la langue française. L'Académie française est fréquemment considérée comme une institution conservatrice, réticente aux évolutions de la langue. Peut-être que si les académiciens avaient des profils plus variés, ça changerait quelque chose ? Vous l'avez compris, je ne suis pas fan de l'Académie française, même si ses créations me font bien rire. Tout le monde le sait en France. Les académiciens n'aiment pas beaucoup les anglicismes, c'est-à-dire les mots empruntés à l'anglais. Pour faire face à la part grandissante d'anglicismes dans le vocabulaire français, les académiciens proposent des mots français pour les remplacer. Par exemple, elles conseillent d'utiliser un brillant à lèvres pour désigner un gloss, un succès en librairie pour désigner un best-seller, ou encore un camion-restaurant pour remplacer un food truck. Certaines de ces propositions fonctionnent, mais d'autres, pas du tout. Néanmoins, l'Académie française fait des efforts. Le plus remarquable d'entre eux est probablement celui de la réforme de 1990. L'Académie française a proposé quelques changements orthographiques qui ont été acceptés. Ces changements avaient pour but de simplifier la langue française et de corriger certaines anomalies. Parmi eux, on peut noter l'ajout d'un tiret dans les nombres composés. On écrit désormais 5300 avec un tiret entre chaque mot. On peut aussi noter la disparition de l'accent circonflexe dans certains mots comme « coup » et « entraîner ». Également, la soudure de certains mots qui étaient composés comme « porte-monnaie » et « week-end ». Maintenant, ils ne forment plus qu'un mot. À noter aussi, les académiciens sont de plus en plus ouverts à la féminisation des noms de métiers. Ils ont même publié un rapport à ce sujet en 2019, dans lequel on trouve quelques propositions de noms de métiers au féminin, tels que artisane ou professeur, avec un E. Ils discutent de la coexistence des termes auteur, avec un E, et autrice, pour désigner le féminin d'auteur. C'est assez intéressant à lire, mais pour moi, c'est totalement révoltant que ces changements n'arrivent que maintenant. À mon avis, il est temps que les femmes soient visibles dans la langue. Pour cette même raison, je suis adepte de l'écriture inclusive, qui consiste à inclure systématiquement le féminin dans la langue française. C'est un sujet passionnant, qui touche au vocabulaire, évidemment, mais aussi à la société, à la place des femmes dans celle-ci, aux identités de genre et à leur reconnaissance. Par exemple, depuis quelques années, on rencontre le pronom « iel », qui est un mélange des pronoms « il » et « elle ». « Iel » est utilisé pour faire référence à une personne, quel que soit son genre. La communauté LGBT s'en sert beaucoup. Une grande partie des Français et des Françaises ne sont pas vraiment favorables à son utilisation, et c'est souvent parce qu'ils et elles ne peuvent pas concevoir un monde où il y aurait plus de deux genres, le masculin et le féminin.
Personnellement, je pense que la langue doit s'adapter à la société et doit pouvoir rendre compte de la réalité. Ainsi, si de plus en plus de personnes ne s'identifient pas comme femmes ou hommes, je trouve que ça a du sens d'adapter le langage à cette réalité. Pour moi, nommer, c'est aussi reconnaître l'existence de quelque chose et rendre cette chose visible. Finalement, c'est accepter que d'autres réalités sont possibles. Je pourrais discuter pendant des heures de ces sujets de langue, de philosophie, de représentation, mais je parle déjà depuis longtemps. Je vais clore cet épisode en ajoutant que l'orthographe française peut être très difficile, même pour les natifs et les natives. D'ailleurs, bien écrire en français est valorisé socialement. Au contraire, faire des fautes est souvent montré du doigt. Ceux et celles qui en font sont considérés avec condescendance par ceux et celles qui pensent ne pas en faire. Je dis qui pensent ne pas en faire parce qu'en réalité, tout le monde fait des erreurs. Moi, j'aimerais bien que les gens qui pensent mieux écrire que les autres prennent le temps d'expliquer plutôt que de stigmatiser, parce que la difficulté est immense. Je suis sûre que vous n'aviez pas conscience de cette difficulté avant de commencer à apprendre le français. Alors j'en profite pour vous féliciter. Étudier le français n'est pas simple. Et pourtant, vous continuez de le faire. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui. Pour ceux et celles qui ont accès au texte, n'hésitez pas à cliquer sur les liens. J'ai ajouté les sources dans lesquelles j'ai pris les informations, ainsi que quelques pages internet utiles. Pour accéder au texte, rendez-vous sur mon site web www.frenchwithjeanne.com. À très bientôt!